Alors aujourd'hui, on va parler d'IA agentique. Qu'est-ce que c'est un agent? Est-ce que tu peux me dire, Julien? Bonjour. L'agent, c'est ce qui va permettre de transformer, un modèle de langue, qui est l'objet que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent et utilisent, en un processus, qui va permettre d'accomplir, des tâches, de bout en bout et ainsi, permettre notamment, d'ajouter à la connaissance et aux compétences du modèle, des compétences métiers, liées aux tâches spécifiques qu'on voudra résoudre, mais également la capacité d'avoir des dispositifs qui vont, pouvoir mettre à profit des sources de données, ou parfois même des outils logiciels que ces dispositifs vont pouvoir, invoquer en plus du modèle. Et pourquoi c'est un tournant majeur pour toi? Alors c'est un tournant majeur parce que après l'avènement des modèles de langue alignés tels qu'on les connaît, les agents conversationnels les plus simples qu'on utilise au quotidien, aujourd'hui on passe d'objets conversationnels à d'objets qui sont réellement ce qu'on appelle des effecteurs, c'est-à-dire des dispositifs qui sont capables d'accomplir, des tâches dans l'entreprise et de manière récurrente, au quotidien. Oui, enfin, dans l'entreprise et aussi dans tout un tas de processus, hein. Ça peut être on peut des agents en finance, des agents en recherche, en biologie, aujourd'hui pour rechercher des médicaments, comme dit Julien, c'est, la capacité de raisonnement, des LLM et la capacité d'action qui va être liée, qui va permettre effectivement non seulement, de générer des textes, mais de générer aussi, des actions pertinentes, dans le domaine. Alors aujourd'hui, ce sujet, il est intégré dans le cursus de nos étudiants. Pourquoi avoir choisi de le faire? Alors ça m'a paru être, alors depuis mon arrivée, donc à l'EPITA en tant qu'enseignant-chercheur il y a 2 ans maintenant, l'adoption, quasi exponentielle des modèles de langue, si autant dans l'industrie que sur le quotidien, s'est effectivement, accompagnée de réflexions, de nature, logicielle et génie logiciel sur, la meilleure façon de mettre à profit cette capacité de raisonnement et de sens commun dont parlait Eric à l'instant. Et donc, encore une fois, bon, l'EPITA, ça fait partie, c'est considéré aujourd'hui comme une des écoles d'ingénieurs en informatique les plus reconnues en France et en Europe. Et le sujet de la gentrification me paraissait aujourd'hui mature pour être enseigné comme méthodologie de conception et de développement logiciel pour nos étudiants. Et effectivement, aujourd'hui, un certain nombre de rapports, notamment je pourrais en citer un certain nombre de différents organismes internationaux, identifient aujourd'hui la gentrification comme, une potentialité majeure pour, le développement de l'intelligence artificielle, générative. Effectivement, l'IA a beaucoup évolué. On ne peut pas, pour aujourd'hui, être ingénieur d'IA en étant simplement, en s'intéressant simplement aux principes de base de l'intelligence artificielle qui, en plus, ont évolué considérablement. En termes d'emploi, c'est sûr que bon, on parle, c'est le gros des emplois seront dans la fabrication d'agents. Ils seront pas dans les modèles pre-train. Les modèles pre-train, ils vont être, enfin, tout ce pre-training va être fait par quelques très très grandes sociétés. On espère qu'il y aura des sociétés européennes dans la liste. Enfin, il y a Mistral, hein, mais bon, c'est effectivement, il faut falloir que tout ça effectivement, émerge et grossisse. Mais, l'essentiel des emplois de l'IA, ça sera effectivement la mise en place, d'agents dans l'entreprise. Donc c'est complètement pertinent, de former des étudiants, aux agents, parce que c'est effectivement à travers les agents que, se traduira l'IA en entreprise et c'est là aussi que sont les gisements d'emplois. Alors, on parlait du projet étudiant. Quel était exactement le cahier des charges qui était donné justement aux étudiants dans le cadre de leur projet sur l'IA agentique? Alors effectivement, on rappelle qu'à l'EPITA, une grande majorité des évaluations s'effectuent par des travaux de projet, très historiques à l'EPITA. Donc ça paraissait naturel d'utiliser la même approche dans le cadre d'un cours d'agentification. Et donc, parce que le cours d'agentification consistait à passer en revue et à appliquer, un certain nombre de ce qu'on appelle nous des patrons de conception, des design patterns d'agentification. Donc l'idée, c'était de proposer aux étudiants, déjà une forme de créativité, c'est-à-dire de choisir une tâche pour lequel ils souhaitaient agentifier et ensuite dans les contraintes de conception, on a demandé à ce qu'ils puissent mobiliser de manière justifiée au minimum 3 patrons de conception parmi ceux qui ont été étudiés, pendant, quasiment, je ne vais pas dire de bêtises, mais, je les compte rarement, mais on était à quasiment 30 heures de cours au total.
Et ensuite et surtout au-delà de la mobilisation de ces design patterns, la possibilité de spécifier des mesures de succès. Ça, c'est aujourd'hui effectivement une frontière très importante dans l'agentification, c'est d'arriver à formaliser des tâches aussi dans leur succès et dans les critères de succès pour arriver effectivement, un peu à contre-pied de ce que la littérature nous dit en ce moment, qu'un certain nombre de projets d'agentification sembleraient ne pas forcément aboutir dans les entreprises. Un point important sur lequel on a insisté dans le cours, c'est la capacité à spécifier le succès et enfin à spécifier aussi le coût du succès. Parce qu'on a effectivement quelque chose de nouveau en intelligence artificielle générative, c'est le coût de l'utilisation de ces outils, être capable de le maîtriser, de l'anticiper et avant tout de le mesurer. Donc arriver à trouver ce qu'on appelle ce front de Pareto dans un design d'agent entre euh, capacité de succès, sur les tâches, agentifiées et coût associé. Oui, enfin, Alors, tu disais, Julien, qu'il y a au moins 3 design patterns qui t'ont été imposés aux étudiants dans le cadre du projet. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, ça a été imposé comme ça et qu'est-ce que ça a forcé à comprendre pour les étudiants? Alors encore une fois, les design patterns à proprement parler n'étaient pas imposés, c'était simplement le nombre pour faire comprendre qu'effectivement quand on va pour résoudre une tâche, il faut une réflexion de conception qui amène à mobiliser des outils, pas forcément tous les outils, mais avoir quelque chose dont on estimait que pour être raisonnablement complet, il nous paraissait raisonnable, et c'est ce qu'on voit dans la littérature d'agentification, qu'on a généralement une composition de 3. Alors il peut y en avoir beaucoup plus, de patterns standards qui sont utilisés. On peut parler de la mobilisation des outils, de la capacité de réflexion, de la capacité de planification ou de décomposition des tâches. Donc ça, ce sont des patterns spécifiques, qui étaient à la disposition et donc l'idée, c'était de trouver, quelque chose qui permettait de mobiliser les connaissances acquises et de cette manière aussi d'arriver à permettre aux étudiants de construire des tâches qui soient, comme disait tout à l'heure, Éric, des tâches raisonnablement réalistes de ce qui va certainement être, attendu, des développeurs dans un futur, proche. Merci. Alors, faire le projet, c'est bien, mais le réussir, bah, l'objectif, c'est de le réussir, évidemment. Et donc, du coup, qu'est-ce que les étudiants devaient maîtriser techniquement pour réussir ce projet? La pile de compétences en réalité est assez vaste, parce qu'effectivement quand on démarre le cours d'agentification, on prend le temps de rappeler ce que c'est qu'un modèle de langue concrètement, qu'est-ce qu'un transducteur, comment effectivement ces objets sont construits, comment ils sont alignés, comme on dit, quelles sont leurs propriétés spécifiques. Ensuite, à partir de cette connaissance-là, on a, une premier élément qui consiste à apprendre à les déployer. Parce qu'en fait, un agent, ça va être avant tout quelque chose qui va effectivement invoquer ces objets-là. Donc nous, on a beaucoup travaillé justement sur le fait de montrer qu'on pouvait, déployer, des modèles de langue plus petits pour, une fois qu'en fait on avait une agentification qui était correctement faite, on pouvait arriver à des niveaux de succès, heu, aussi importants, voire plus importants, avec des modèles plus petits que si on était passé directement par l'invocation d'un modèle plus grand sans agentification. Donc il y a toute la partie compréhension, fondamentale de qu'est-ce que sont ces objets, comment on les invoque, comment on les instancie. Ensuite, comment on va utiliser les outils de développement raisonnablement standards, VS Code généralement, et ensuite effectivement des bibliothèques Python de différentes natures comme Small Legend, de Kingface, savoir récupérer les modèles sur les plateformes open source, redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un modèle open source et qu'est-ce qui est un modèle non open source, ça c'est aussi des éléments de connaissances qu'il fallait maîtriser. Et ensuite, mettre en place des capacités de mesure, mesurer la quantité de tokens produits, la quantité de tokens analysés, le coût associé et ensuite être capable de maîtriser, des solutions de vérification, des solutions de validation, ce qu'on appelle les CI/CD, qui sont des choses qui sont, déjà d'ailleurs, travaillées par nos étudiants, dans d'autres projets. Donc on fait le pont, si vous voulez, et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis 2 ans, c'est faire comprendre qu'on est vraiment dans l'environnement des paradigmes de programmation Mmh. qui sont simplement en train d'évoluer avec des nouveaux outils. Donc on se retrouve quelque part à faire une forme d'évolution et d'adaptation des mécanismes de conception du génie logiciel qui sont déjà au cœur de la formation des épithéens. Alors, vous parliez d'évaluation, de mesures. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être Eric ou Julien, l'un de vous 2, pourquoi il est indispensable d'intégrer, en fait, des métriques de succès dès la conception de ces agents, IA? Encore une fois, là, on est sur des problèmes de design logiciel, voire même de théorie du contrôle qui sont assez classiques. On ne, s'améliore uniquement ce qui se mesure
Et encore une fois, l'idée de ce qu'on fait, moi je dis souvent à mes étudiants, le rôle de l'ingénieur, c'est pas d'avoir une solution, mais de connaître le chemin vers la solution Mmh. et de travailler au chemin vers la solution. Et le chemin vers la solution, il passe naturellement par le fait d'être capable de définir, c'est ce qu'on appelle dans la méthode agile, the definition of the done. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir abouti? Et donc, on ne peut pas aujourd'hui effectivement, imaginer l'agentification et la conception du ciel de manière générale, sans être la capacité à définir le succès. Et en plus, effectivement, là, pour rebondir un peu sur au début de ce que disait Julien, c'est dans tous ces systèmes-là, il y a une boucle de rétroaction entre le succès qu'on mesure, dans les récompenses que l'on obtient parce qu'on a fait un bon code, parce qu'on a fait un bon raisonnement et qu'on va pouvoir tester, et effectivement la façon dont l'agent va agir. Et même, disons, le grand succès de ChatGPT 3 par rapport à tous les autres modèles de langage il y a 3 ans, ça a été effectivement d'avoir aligné avec de l'apprentissage par renforcement Mmh. sur le feedback humain, enfin sur les retours humains, qui est un exemple effectivement où on a pris des métriques de préférence dans ce cas-là, pour améliorer, les retours du système. Et ça, c'est pareil quand on fait des maths, ben, on passe des bouts de maths dans des preuves mathématiques, dans des systèmes de preuves et puis on regarde si c'est juste ou faux et ça va donner un reward et quand on fait du code, ben, on compile les petits bouts de code et on se demande s'il y a des bugs ou s'il y a pas de bugs, si le code réalise et ça définit un reward et derrière le système va revenir en arrière et s'améliorer progressivement pour répondre. Donc l'idée de l'évaluation, c'est aussi la capacité du système de s'auto-adapter à travers effectivement les récompenses qu'il est capable de générer. Bah, les étudiants justement, qu'est-ce qu'ils ont découvert en mesurant réellement les coûts, de fonctionnement de leurs agents et est-ce que ça a remis en cause, quelques intuitions qu'ils avaient au départ, là-dessus? Alors ça faudra certainement leur demander après. Ce qu'on a pu voir déjà dans les séances DTP, c'est leur montrer qu'effectivement, avec un agencement correct, d'une tâche donnée, on pouvait effectivement arriver à des résultats de succès équivalents, avec des coûts qui étaient, voire meilleurs, avec des coûts qui étaient rabaissés. On voit aussi qu'il y a certains agentic design patterns qui ont été les premiers qui ont été adoptés, comme par exemple, le design pattern tools qui en fait a rendu très célèbre ce qu'on appelle les RAG, les Retrieval Augmented Generation, qui sont l'idée que les modèles de langue vont venir compléter la question qui leur est posée avec des sources de données qui vont donc leur permettre de mieux répondre et de moins halluciner, comme la terminologie nous dit, c'est-à-dire inventer des réponses qui ne sont pas forcément les meilleures parce que la source de données n'est pas forcément disponible a priori quand la question est posée. Donc je pense que dans les choses qu'ils ont découvert, c'est qu'effectivement la capacité à pouvoir produire avec moins, améliorer les taux de succès avec les bons choix de design comme on parlait tout à l'heure et aussi prendre un peu de recul sur, aujourd'hui effectivement, vous savez, moi, quand j'ai commencé l'apprentissage statistique, c'était en 2005-2006, on ne parlait pas d'IA. Le mot IA ne s'employait pas, on parlait d'apprentissage statistique et si vous voulez, c'est dans cette, philosophie-là, Hem, on avait cette idée tout à fait inhérente de dire que, l'idée qu'on avait, c'était toujours ce compromis entre le coût et la performance du modèle qu'on arrivait à produire et à exécuter. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans dans une période historique où malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas l'IA est présente à peu près toutes les 2 heures sur toutes les chaînes de télé et où effectivement, malheureusement, effectivement, on a une forme de rapport signal sur brille qui est peut-être moins important qu'à mon époque. Et donc le fait de revenir à tous ces concepts-là, Mmh. ça permet, je pense, du moins j'espère, à nos étudiants de reprendre un peu de recul sur, ce que sont éventuellement et ce que sont, finalement, pardon, ces sujets, comment ils s'interconnectent les uns aux autres et comment ils sont liés pour ensuite, comme je disais tout à l'heure, on l'espère, mieux décider, une fois en responsabilité. Oui, c'est le terme d'IA, il est revenu à la mode parce il y a cette production anthropomorphique, c'est-à-dire la production de texte, c'est une performance de l'humain ou la production de paroles. Et c'était considéré, ou la capacité, par exemple, d'analyser des scènes, voir une scène et être capable d'identifier les objets, c'est des choses que enfin, moi je pensais il y a 20 ans que ça, on n'arriverait pas à le faire, hein. Enfin, je veux dire, être capable de faire de reconnaissance de paroles. Quand vous faites un zoom, vous prenez, dans des conditions de bruit épouvantables, quelque chose quand même qui fait une transcription qui est quasiment parfaite. Bon, pour moi, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait impossible et on est revenu sur l'IA parce que la partie qui est la plus spectaculaire pour le grand public, c'est cette capacité à reproduire cette capacité de la machine à reproduire des capacités humaines. Julien, tu as prononcé plusieurs fois le mot de responsabilité, et vu que pour une école comme l'EPITA, mais pas que, former les ingénieurs responsables,
Enfin, c'est au cœur de ce qu'on fait, maintenant. Est-ce que justement cette approche dont on a longuement parlé, ça change notre façon normalement de former des ingénieurs responsables? Alors, je pense qu'il y a plusieurs dimensions à cette question-là. Celle qui vient immédiatement, c'est effectivement, ce dont on parle beaucoup, quand on parle d'IA, c'est les différents impacts qui Mmh. existent et notamment en termes de consommation électrique. Donc mieux comprendre, et mieux précisément être capable de mesurer, de quoi on parle lorsqu'effectivement on implémente un projet d'agent, pour une tâche spécifique et pour sa résolution et de la manière dont on le fait et le coût que ça génère aujourd'hui. Avant d'être responsable, il faut être conscient. Mmh. Donc là, la 1re chose qu'on essaye de faire, c'est de les rendre conscients des coûts dont on parle et aussi, comme on le disait tout à l'heure, des leviers qui peuvent exister pour essayer de maîtriser ces coûts-là. Aussi, un autre point important, c'est, mieux comprendre à la fois les capacités et les incapacités. Encore une fois, quand on parle de responsabilité, on parle aussi d'être capable de dire, comment est-ce qu'on va évaluer, on reprend le terme qu'on utilisait tout à l'heure, évaluer à quel point, une tâche est agentifiable ou pas et dans quelles conditions, de quelle Mmh. façon et suivant, quelles, conditions de sécurité. Et encore une fois, l'objectif, c'est de faire, des professionnels. Le professionnel, c'est celui qui sait anticiper la conséquence de ses actions. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, encore une fois. Des ingénieurs et des professionnels et j'espère en tout cas que ce genre de mise en pratique, de ces connaissances-là, leur permettent d'arriver encore une fois sur le marché, du travail, de l'industrie, avec, une vision, encore une fois plus consciente pour devenir, on l'espère, comme tu le disais, plus responsable. Effectivement, la responsabilité, c'est fondamental et en IA, ça couvre, je ne veux pas paraphraser ce qu'a dit Julien, mais ça couvre tellement d'aspects, liés à la protection des données, liés à l'utilisation des Tout à fait. ressources, liés, effectivement aussi au déplacement du travail que ça va induire, donc voilà, il faut en avoir pleinement conscience et il y a moi, je crois qu'il y a beaucoup de débats qui vont s'éteindre très vite parce que, par exemple, sur l'énergie, c'est parce qu'on s'y prend tellement mal. Enfin, on est très enfin, je veux dire, c'est comme le moteur thermique, quoi. Je veux dire, Mmh. fondamentalement, de 1860, il fallait 30 litres, pour faire 2 chevaux. Aujourd'hui, avec 5 litres, on fait un moteur à 150 chevaux. Bon, je veux dire, Mmh. enfin, même le fait qu'on ait fait, par exemple, de l'IA, sur des GPU, c'est fortuit. Je veux dire, c'est parce que des GPU existaient, heu, voilà et c'est pas forcément adapté. Par exemple, pour l'inférence, les GPU sont pas du tout adaptés. C'est pour ça, dire que Nvidia a racheté une société qui se fait des chips, spécialisés pour l'inférence, avec à des coûts énergétiques qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles et d'ailleurs, tous ces grands, enfin, cette démonstration de force américaine sur les grands data centers, il se peut que ces gigafactories soient tout simplement obsolètes dans 4 ans ou 5 ans. D'ailleurs, s'il y a une bulle de l'IA, ça sera cette Mmh. bulle, de ces très, très grandes fermes parce qu'elles sont peut-être totalement inutiles, elles auront été très coûteuses et elles seront mortes avant d'avoir été amorties. Alors, on termine cette partie sur le cours et les projets. Dans le cadre de votre cours, vous êtes inspiré de cours déjà enseignés à Stanford. Qu'est-ce que vous avez adapté et pourquoi vous l'avez fait? Alors effectivement, quand on est enseignant, on est toujours très curieux de ce que font les collègues, un peu partout, hein, Mmh. sur un plan local ou plus global. Alors, effectivement, il y a toujours un dynamisme assez important dans cette partie du monde, du fait évidemment de l'activité de recherche, du dynamisme, indiscutable de ce qu'on appelle la Silicon Valley et effectivement, on a eu des gens importants dans nos communautés de l'apprentissage statistique comme Andrew Ng, par exemple, qui a commencé effectivement à s'interroger sur cette idée de l'agentification. Alors c'est pas le premier cours d'ailleurs, hein, qu'on a mis en place depuis 2 ans. Il y a le cours de programmation différenciable aussi, où on essaye d'apprendre mieux aux étudiants, sur des éléments plus bas niveau, qu'est-ce que ça signifie de produire des modèles profonds de manière générale, en reprenant justement les premiers principes et les fondamentaux. Et donc encore une fois, pour moi, c'était plutôt, une forme de rassurance de me dire, a priori, c'est le bon moment. Heu, parce que c'est toujours la même question quand on va sur des thématiques qui sont des thématiques issues de la recherche, à quel point effectivement le cours qu'on va mettre en place va résonner avec, des besoins qui pourront, effectivement ensuite, être présents dans des contextes plus seulement de recherche, mais aussi d'ingénierie. Et donc ça a été, un peu la motivation. Ensuite, ce qu'on a adapté, j'ai envie de dire, pas grand-chose à part peut-être effectivement cette idée qu'on avait des étudiants qui sont dans une logique de projet, dans une logique, de construction et donc avec lesquels on pouvait effectivement, imaginer leur donner, je dirais beaucoup
beaucoup d'autonomie, notamment dans la mise en pratique, une fois qu'encore une fois les bases, sont définies, comprises et partagées. Voilà. Donc peut-être que par rapport au cours de Stanford, il y avait vraiment la volonté de faire quelque chose qui va, comme on disait tout à l'heure, toute la chaîne, un agent complet et les processus d'évaluation qu'on utilise naturellement dans tous les projets d'EPITA. Aujourd'hui, il faut vraiment se poser des questions parce que c'est à la fois, qu'est-ce qu'on apprend aux étudiants? Comment les étudiants apprennent? Parce que l'IA, c'est à la fois, comment on apprend aussi, hein. Enfin, je veux dire, c'est quand on est confronté à des outils, de la puissance, des outils de l'IA générative, ça change aussi les processus d'apprentissage et donc c'est tout un tas de ces questions qu'il faut se poser. Voilà et donc les universités américaines sont, très, très en avance à mon sens, par rapport à l'Europe sur, ce qu'on enseigne aux étudiants.